Merci à tous les quatre d'être venus aujourd'hui. Donc ce matin, on a eu un petit état des lieux de où en étaient les entreprises sur la mise en place de cette réforme sur la facturation électronique. Il y a encore beaucoup d'interrogations, c'est complexe, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Néanmoins, une chose est sûre, il faut vraiment que les entreprises se mettent aujourd'hui en ordre de marche, il faut que vous vous y mettiez, parce qu'a priori, le calendrier ne changera pas, a priori. Ah, il y a des doutes quand même. Et les échéances se rapprochent. Le 1er juillet 2024, c'est quasiment demain. Donc si l'objectif principal, ça reste pour les entreprises, pour vous, entreprises, donc de vous mettre en conformité, cet objectif, il est commun à toutes les entreprises. Le chemin pour y parvenir, en revanche, diffère d'une entreprise à l'autre, en fonction des organisations et puis peut-être des ressources dont vous disposez et des objectifs que vous vous fixez. Et donc, on va faire un point aujourd'hui sur comment vous préparez à la mise en place de cette réforme. Donc, Christian, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer chez Safran à quand remonte le lancement de votre projet et quel en est le périmètre et comment vous avez procédé? Oui, alors bonjour à tous. On a lancé, nous, notre projet fin 2021, maintenant. On a pris certaines options pour ce projet, donc de couvrir toutes les sociétés françaises du groupe Safran, donc il y a environ une 50aine de sociétés, de se mettre en position de réceptionner nos factures fournisseurs, mais on était déjà assez près puisqu'on a un CSP qui aujourd'hui utilisait déjà de la dématérialisation de factures fournisseurs, mais qu'il faut étendre à plus de sociétés et sur l'ensemble des flux. Et on a pris la décision, puisque les 50 sociétés concernées sont de tailles différentes, de toutes les mettre au 1er juillet 2024, de ne pas attendre les échéances successives derrière. D'autant plus pour un certain nombre d'entre elles qui étaient ETI et qui étaient au 1er janvier 2025, où quand on retire d'un côté les mois d'été et de l'autre côté le mois de décembre, 1er juillet 2024 et 1er janvier 2025, il n'y a plus vraiment de différence. Et on a décidé aussi dans une démarche environnementale de dématérialiser l'intégralité des clients, qu'ils soient français ou étrangers, pour supprimer totalement le papier. Donc on va dématérialiser l'intégralité de nos clients, quelle que soit leur nationalité, ce qui fait passer la demande de à peu près 5000 clients français à 20 000 clients mondiaux. Donc voilà. Quand même. Donc ça sera plus un projet groupe à l'international, du coup, d'entrée de jeu. Oui. D'accord, ok. L'idée, c'est d'être prêt pour la suite des évolutions européennes et mondiales. Mélissa, de votre côté, comment ça se passe ? À peu près sur les mêmes timings. Quand on est un grand groupe, on s'y prend un peu plus tôt. Moi, j'ai eu la chance aussi du coup de participer aux ateliers de la DGFIP. Donc, j'avais été nommée pour représenter le groupe Bouygues et puis du coup faire les comptes rendus et puis les explications aux différentes entités du groupe. Donc ça a été très intéressant parce que déjà en avance de phase, j'avais une connaissance de la réforme et je pouvais du coup petit à petit commencer à mettre en face nos pratiques métiers avec finalement le cadre. Donc j'ai pu faire un état des lieux et puis un cahier des charges assez précis. On a pas mal benchmarké quand même aussi avec nos fournisseurs, nos clients, nos sous-traitants, parce qu'au fur et à mesure que chacun montait en compétence sur la réforme et sur l'information, les gens se sont nativement rapprochés de moi pour me dire « Oula, et Bouygues Construction, comment ça se passe ?» Donc on a retissé le réseau, on a remis au propre aussi justement tous les contacts, parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on communique les uns les autres. Donc l'annuaire à jour aussi, l'annuaire des contacts à jour, c'est quand même intéressant. Et on a passé en revue les différentes options, les différents choix, pour arriver donc à un choix de PDP unique pour la France. Et donc, on a signé fin juin avec Generix, donc, qui sera notre PDP. Donc, une fois qu'ils auront les immatriculations et le dossier conforme. Et puis, donc, à partir de là, il y a aussi un travail de, comme vous disiez, on est pluridisciplinaire dans cette réforme. Donc, chez Bouygues Construction, c'est plutôt l'IT qui a pris le lead. Mais une fois que l'IT a pris le lead, on a fait le tri, c'est-à-dire qu'on a vu il y a des sujets purement branchement, interface, donc ça c'est de l'IT pur.
Il y a des sujets MOA, MOE, où c'est de l'applicatif. SAP, comment on va le bouger ou pas par rapport aux réformes. Et puis après, il y a des sujets purement métiers, ce que j'appelle l'organisation, le changement des méthodes, toutes ces choses-là. Donc je commence à faire un peu le passe-plat aux différents nominés dans le groupe pour dire, bon, bah, maintenant, moi j'ai fait mon travail amont, maintenant je passe le relais et puis chacun doit se prendre en charge au niveau de l'entreprise, quoi. Vous me disiez tout à l'heure également que vous avez choisi Generix pour la France. Est-ce que c'est un choix global ou est-ce que vous envisagez, parce que vous évoluez à l'international, donc est-ce que vous envisagez d'autres solutions pour l'international ? Alors, il faut savoir qu'on raisonne groupe Bouygues Construction. On a la chance d'avoir un seul ERP. Donc, quand on parlait du multi-ERP, ce n'est pas notre sujet. On a un seul SAP pour la France et l'international, pour toutes les sociétés du groupe Bouygues Construction. Donc déjà, là-dessus, c'est assez simple. Par contre, on a pris l'option de prendre... on a un éditeur pour les projets invoicing internationaux, donc non France. Et on a préféré prendre pour la France un éditeur français qui connaît bien le marché, le terrain, les spécificités. On parlait, côté France, on a quand même 50% du business qui se fait en France. J'ai encore des fournisseurs qui me disent je peux pas te faire de la démat, j'ai même pas le Minitel, quoi. Donc connaissant le terrain, voilà, je pense qu'il fallait un éditeur français pour nous accompagner et puis pour connaître bien l'écosystème et répondre aux besoins, quoi. Et du coup, est-ce que l'interopérabilité des plateformes, donc c'est un gros sujet pour vous ? Oui, ah oui, mais ça l'a toujours été. Ok, merci. Daniel, chez BNP Paribas, comment ça se passe ? Bonjour d'abord. Écoutez, c'est l'histoire. Moi, je suis au consulting interne du groupe, et donc c'est toujours une histoire de comment un projet arrive. Donc là c'est un sujet fiscal. Donc qu'ont fait les fiscalistes, ils ont dit à la finance, occupez-vous-en, et la finance a dit oui, mais c'est complètement opérationnel. Nous, on est en bout de chaîne, donc c'est pas nous qui allons nous en occuper. Donc voilà, finalement, on s'est rendu compte que c'était un sujet opérationnel. Et donc, la seule manière de coordonner un sujet opérationnel dans un groupe aussi complexe que BNP Paribas, c'est de donner ça à une équipe consulting interne groupe qui va coordonner pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, on a démarré fondamentalement début 22. Et si vous voulez, pour vous expliquer un peu comment ça marche, il faut bien se rendre compte que la facturation, ce n'est pas un processus clé dans une banque. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de factures, beaucoup, mais peu en pourcentage, qui ont de la TVA. Donc, puisque les activités bancaires ne sont pas spécialement assujetties à la TVA, ou elles sont assujetties par exception. Alors finalement, on a mis pas mal de temps dans une première phase qui a consisté à informer les gens qu'il y avait un truc à faire, et à les inciter à mettre en place une équipe projet. Parce que, quelle que soit la structure groupe, finalement, la réalité opérationnelle, elle se passe au niveau de métiers. Donc, on a une douzaine de structures, métiers ou fonctionnelles, je dirais, qui doivent chacune mettre en place une équipe, qui dispose chacun de tous leurs processus opérationnels, de tous leurs systèmes informatiques, complètement séparés les uns des autres. Et finalement, cette première étape, qui a motivé les gens, qui les a étonnés, c'était de compter les factures avec TVA. Donc, compter les factures avec TVA. Et compter le nombre de systèmes informatiques produisant des factures. Voilà à quoi on s'est occupé un certain temps. Mais c'est la réalité du terrain. Pourquoi ? Parce que dans la banque, finalement, beaucoup de factures n'étaient pas facturées pour des raisons réglementaires ou des raisons de tolérance. Et les factures le règlement des factures se fait directement par prélèvement en compte. On n'envoie pas des factures dans la nature en espérant qu'elles seront payées un jour. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Bon. Donc, tout ça, ça fait que cette phase préparatoire a duré un certain temps. Et après, on est passé dans une deuxième étape qui était de se rendre compte de tous les problèmes de data. Là, on a commencé ça, je dirais, en début d'été 22. Tous les problèmes de data, les datas de la réforme, par rapport aux datas qu'on a déjà. C'est là qu'on s'est dit assez vite qu'une PDP, ça aiderait bien. Ça aiderait bien pour garantir la conformité, et pour aider à faire un certain nombre de traitements
si les PDP pouvaient offrir cette fonctionnalité. Voilà comment ce projet a démarré. Voilà, aujourd'hui, là, on est plus dans le cœur de la réforme, plus dans la mise en œuvre. Oui, ça avance. Oui, alors, Michel, pareil, chez EDF, vous avez bien anticipé aussi. Vous en êtes aujourd'hui. Et comment vous êtes mis en ordre de marche? Alors aujourd'hui, on a signé avec Générix il n'y a pas longtemps, un mois avant vous. Donc on sera servi avant. Petit message personnel. Merci. D'accord. Non, blague mise à part, on a commencé très tôt, enfin toi aussi, on a commencé début 2021. Où on a monté une équipe, un programme, ce qu'on appelle un programme, c'est un peu comme Safran, c'est-à-dire une équipe centrale, groupe, qui avait pour objectif de driver le sujet à la maille du groupe. Alors, chez EDF, c'est souvent que c'est le cas dans les grands groupes, on a une volonté, après il faut appliquer la volonté, c'est pas parce qu'on a la volonté de faire groupe que le groupe suit, mais en tous les cas, c'était l'objectif, aussi bien la partie achat que la partie vente, donc une PDP, partie achat, partie vente. Mais avant 2021, comment on s'est impliqué? Alors évidemment, on a travaillé nos process, on a peaufiné un cahier des charges, on a passé pas mal de temps avec l'ensemble des parties prenantes, mais on a aussi été très vite frappé à la porte de la DGFiP et à la porte de la FNFE. Cyril en a parlé, voilà, parce qu'on s'est dit que finalement, si on voulait se faire entendre un peu, c'était pas mal d'aller travailler avec ceux qui demain auront voix au chapitre ou qui vont décider pas mal de choses. Donc la personne de la DGFiP, je crois qu'elle n'est plus là. Normalement, elle ne devrait plus recevoir de mails de notre part, puisqu'on a passé beaucoup de temps à discuter avec en 2020 et 2021. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a essayé d'anticiper avant même de définir un cahier des charges et de voir si on allait, comment on allait stratégiquement se positionner. On a voulu vraiment travailler avec la DGFiP et la FNFE, notamment sur les formats d'échange aussi. Il y a eu des gros sujets. Et voilà, les cas d'usage, vous avez vu, il y a des cas d'usage qui ont été cités. Forcément, je pense que les grandes entreprises, sur les 40 et quelques cas d'usage, on en couvre les 2/3, si ce n'est pas la totalité. Donc il fallait travailler les cas d'usage. Donc voilà, donc une grosse anticipation des DGFiP et puis FNFE, beaucoup de bench. D'ailleurs, on s'est vu plusieurs fois. Beaucoup de bench pour essayer de choper les bonnes pratiques, voir ce qu'il fallait, les choses trappes. Et puis après, cahier des charges, appel d'offres. Et puis voilà. Donc, une équipe programme qui est en place depuis 2021, une déclinaison dans les entités ou les BU, suivant la volonté des BU entre 2021 et il y a quelques mois. Voilà comment on s'est organisé. D'accord, merci. Alors, on l'a vu ce matin, le projet est complexe et va être long à mettre en place. Il y a encore un certain nombre de choses qui doivent être décidées au niveau des organismes, du gouvernement, de la DGFiP, le FNFE travaille dessus aussi, la IFE, etc. Hormis la date d'échéance, qui est peut-être l'une des principales contraintes pour vous dans le cadre de la mise en place de votre mise en conformité avec cette réforme, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont, dans chacune de vos entreprises, les principaux défis que vous devez relever dans le cadre de la mise en place de vos programmes ou en tout cas de votre mise en conformité avec la réforme sur la facturation électronique? Puisque j'ai le micro, je le garde, ça vous dérange pas? Voilà. Ouais, j'ai encore une heure, moi ça ira, merci, j'espère que vous n'aurez pas faim. Non, en fait, nous, on n'est certainement pas les seuls, mais on a une particularité, c'est qu'on a déjà une plateforme de dématérialisation. On est dématérialisé depuis janvier 2018, on a 90% des flux dématérialisés. Et donc là, on va changer de plateforme. Donc ce qui est quand même, je viens de vous le dire, on va passer chez Générix. Donc on ne fait pas partie des 43% qui gardent la même plateforme. Voilà. Pourquoi? EDF, il y a aussi marché public. Continuer avec la même plateforme, il faut être un peu coquin parce que finalement, c'est pas le même objet. Je suis désolé, mais une OD et une PDP, c'est pas la même chose. Les statuts factures, ça n'existait pas. Le reporting, ça n'existait pas. Nous, on vient avec une volumétrie plus lourde que ce que l'on avait. Donc, d'expliquer que finalement, il n'y a pas grand changement, on va faire un avenant et on va continuer, c'était pour nous un peu compliqué. Donc, du coup, on s'est retrouvé on arrivait en fin de contrat avec le fournisseur en place, donc pas le choix. Donc, émission d'appel d'offres et donc changement de plateforme. Donc, on a à récupérer les flux, 90% des flux, et on avait fait aussi le choix d'archiver nos factures chez ce prestataire. Donc, de récupérer ces centaines de millions de factures, qui sont des documents à valeur probante, et de rediriger les flux soit en faisant de l'interopérabilité, soit en disant aux fournisseurs, les factures maintenant vous les passez par Générix. Donc on a une vraie conduite du changement en plus de la mise en place du sujet des maths.
Donc voilà, donc ça implique l'IT, très fortement l'IT, ça implique aussi les métiers, ça implique tout un business qu'on a à faire ensemble, et du coup c'est un couple à trois avec la plateforme sortante, la plateforme entrante, et nous les divers métiers concernés. Donc voilà, on est confiant, serein non, mais confiant oui. Ça va être compliqué quand même pour nous. Des soucis d'interopérabilité entre vos différents outils ou pas? Alors l'interopérabilité, du coup, comme vous, on a commencé en 2018, donc on était déjà interopéré. C'est compliqué l'interopérabilité. Moi, ce que je trouve plutôt sympa, c'est que là, il y a des normes, il y a des règles. Voilà, je pense que ceux qui ont fait de l'interopérabilité, notamment en EDI, un projet d'interopérabilité, c'est-à-dire un fournisseur, un client, c'était 2 à 3 mois de travail. Donc en gros, on faisait 5-6 interopérabilités par an. Donc c'est très compliqué, mais la norme, le DI, EDIFACT, ça existe, mais il y a un peu de souplesse. Là, maintenant, ça va être un peu plus simple. Mais voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, l'interopérabilité. Quand ça fonctionnera, comme c'était l'image de la Suède, je trouve que c'est pas mal. Mais avant que ça fonctionne, il va quand même y avoir des voitures à l'envers, je pense. Ça va être compliqué. Merci. Christian, comment ça se passe chez Safran? Quels ont été vos principaux défis ou les principaux enjeux auxquels vous avez été confrontés, ou vous êtes encore confrontés? Nous, il y a 4 sujets sur lesquels on a eu des difficultés. Donc déjà, on a une multitude de RP, puisque on a, dans nos 50 sociétés, on doit avoir une vingtaine, entre 20 et 25 ERP différents. Et quand ils sont communs, ils ne sont pas paramétrés de la même manière. Donc, ce qui revient à peu près au même. Donc, c'est extrêmement compliqué, puisque ça nécessite non pas de faire un modèle, mais d'en faire 25. On a aussi, il s'est avéré, deuxième grande difficulté, ça a été les cas d'usage. Alors on a les cas d'usage, comme on les a vus tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on était confronté aussi à des cas d'usage qu'on n'avait pas anticipés. Par exemple, on a une université chez Safran où les salariés payent leur nuitée, se font rembourser derrière. C'est du B2C. À l'origine du projet, on n'avait pas du tout anticipé qu'on avait du B2C dans notre métier, parce qu'on vend des moteurs d'avion. Donc, pour penser qu'on avait des particuliers, c'était pas évident au premier tour. Donc, les cas d'usage quand même assez complexes, donc qui se croisent avec une multitude de RP, et des cas d'usage clients, parce qu'on a des très gros clients. On a dans notre métier, c'est Airbus, c'est Boeing, qui nous demandent des spécificités en plus de la réforme. Donc qui nécessite d'autres interfaces et d'autres paramétrages. Donc ça fait un ensemble entre les cas d'usage, les demandes des clients et les ERP assez compliqué. La troisième difficulté qu'on a eue, c'est le pilotage de projet, parce que c'est quand même un pilotage d'équipes multiples, que ce soit l'informatique, les ADV, les fournisseurs, les achats, l'équipe MO en elle-même, sur une longue durée, donc ce qui est toujours compliqué pour des projets qui durent plusieurs années. Voilà, je dirais c'est les 3 grandes difficultés. La dernière a été aussi d'impliquer nos clients étrangers, parce que eux, la loi, c'est pas leur problème, et donc de leur changer leur habitude, puisque ils avaient l'habitude soit de recevoir du courrier, soit de recevoir des PDF. Là, on va utiliser un format qu'on a travaillé avec Generix, qui est Facturix, qui est une capsule qui permet d'avoir et le PDF et un fichier structuré. On est en train de travailler, de faire de la conduite du changement avec ces clients qui sont pas vraiment entreprenants sur le sujet, parce qu'eux n'ont aucune obligation. Enfin l'Europe est plus facile parce qu'ils savent que ça arrive, mais quand vous êtes avec les Américains, leur expliquer qu'on essaye de... Vous faites comment concrètement? Comment vous faites cette conduite? C'est nos ADV qui, je dirais, travaillent client par client. C'est pour ça on a commencé, nous, l'enrôlement des clients étrangers, il a commencé depuis le 1er juillet. Parce qu'on s'est prévu largement 1 an pour pouvoir enrôler tous nos clients étrangers. Sachant que vu l'état du système français à l'heure actuelle, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il y a quand même, on l'a vu avec le baromètre, il y a quand même très peu de gens qui sont prêts. D'ailleurs, ça a été une des évolutions de notre projet, parce qu'on avait défini en France un ensemble de clients stratégiques pour faire des projets à part avec eux, et c'est une partie du projet qu'on a abandonné. On va les traiter comme les autres, parce qu'ils seront prêts au 1er juillet. On ne peut pas anticiper réellement. On se rend compte que quand même la plateforme française... le paysage français est très en retard par rapport à la date prévue. Du coup, ça a impliqué un redimensionnement de vos équipes ou pas? Ah oui, clairement. On a multiplié par 3 les équipes prévues à l'origine du projet. Ça a été un peu difficile à gérer en termes de budget et de PMT, mais enfin bon, ça s'est géré au fur et à mesure du temps. Donc oui, non, ça a été quand même relativement conséquent. Surtout la DSI. À la DSI, oui, c'est ça, pas forcément DSI, à la finance.
Non, la finance, ça a été, parce qu'on avait quand même des équipes assez structurées. La DSI avait quand même sérieusement sous-estimé, mais bon, je dirais pas de leur fait, mais entre les différents ERP, et quand on a commencé la série des tests, malgré l'implication, parce qu'il faut aussi impliquer les gens dans ce projet, c'est pas un sujet qui passionne les foules, on s'est rendu compte, parce qu'on a plusieurs lots de paramétrage, au premier lot de paramétrage, que l'implication avait été trop faible, et qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui revenaient, qui n'avaient pas été précisés lors du premier tour. Donc, vous connaissez le système, hein, on reparamètre, ça fait des effets de bord. Donc là, la DSI a commencé comme le hamster dans sa roue. Donc à un moment, on a arrêté le projet, on a dit il faut redimensionner, refaire les plans de charge, et on a multiplié par 3 les équipes. Alors, on parle de goulet d'étranglement au niveau des compétences, des personnes qui vont pouvoir, des prestataires qui vont pouvoir vous accompagner. Vous arrivez à les trouver, les compétences, aujourd'hui, sur le marché de l'emploi? Oui. Encore, ça va? Pour l'instant. Mais c'est l'avantage de Sied Prito. Hein. Moi, au début, tout le monde m'a dit je cours très vite, très tôt, mais on a fait beaucoup de travaux avant le goulot d'étranglement de la place de Paris. D'accord. Mélissa, bon courage. En même temps, il y a aussi un sujet, effectivement, comme vous dites, hein, de budgétaire aussi. Là, côté Bouygues Construction, c'est vrai qu'on a plein de projets en même temps. Sur la taxonomie, sur la data, enfin tous les sujets de digitalisation, là ça monte en puissance partout dans l'entreprise. Donc finalement, on considère la démat de facture, c'en est un encore parmi tant d'autres. De toute façon, tu fais déjà de l'EDI, tu fais déjà du PDF mail, donc en gros, ça sera, tu me fais juste une interface en plus. Et c'est vrai que faire comprendre à l'entreprise que c'est pas juste de l'IT, et qu'il faut caper, prioriser et mettre du monde, nous, c'est une problématique. Et même pour nos entités, elles sont la tête dans le guidon, on les sollicite sur tous les projets métiers. Et on leur dit, et en plus, moi j'en ai un, et il est pour juillet 2024, et c'est vraiment, comme on disait, hein, c'est du pilotage de date. Parce qu'en gros, on m'a dit, oui, juillet 2024, mais après, t'as combien après derrière de délai? Non, il n'y a pas. Et notre problématique aussi qu'on a, c'est l'international, puisqu'on a aussi plein de pays qui arrivent à la même date. Comme on disait, l'échéance de juillet 2024, c'est la France, mais j'ai la Pologne, j'ai la Belgique, j'ai eu l'Arabie Saoudite avant, j'ai les Philippines qui doivent passer, on doit se préparer pour l'Australie. On va avoir plein d'autres pays qui arrivent sur les mêmes moments et les mêmes périodes. Vous parliez également dans les enjeux, dans les défis de la qualité des référentiels ou des mauvaises habitudes prises hors système. Oui, ça a été dans les audits, hein, quand on a commencé effectivement à regarder les cas de facturation et le terrain, c'est ce qu'on disait, et que moi, côté IT, je regardais les procédures ou les modes opératoires, donc je me dis c'est bon, ça va, ça passe, ça rentre. Et puis vraiment, quand on va vers les opérationnels, non, mais je t'ai pas dit, mais en fait ça, je le refais sous Excel et puis je l'envoie sur une plateforme, ou ça, je le retravaille d'une autre manière, ou ça, le référentiel est pas bon, je mets un coup de stabilo et puis je réécris dessus, puis je repasse la facture. Enfin. Et le changement, il est là, en fait. C'est vraiment demain, c'est ce qui a été dit, hein, c'est la qualité de la donnée, et c'est par cette qualité que l'aiguillage va se faire bien et qu'on va gagner du temps. Si on passe notre temps à récupérer des factures qui ne sont pas transmises, qu'il faut repasser dessus, faire des avoirs internes, repartir, là, le chaos, effectivement, ça va être la Suède, quoi. Et vous travaillez déjà donc sur la qualification des données, justement, et si oui, de quelle manière ? Alors, notre première grosse thématique, c'est la donnée, c'est les référentiels tiers. Donc, on a la chance sur la partie référentiel fournisseur où on a déjà une centralisation de la création et de la modification des tiers. On est branché à Altares, donc on a un certain nettoyage qui se fait. Et une des optiques, c'était le référentiel client, c'est de le faire passer aussi sur cette moulinette, hein, pour déjà avoir un premier niveau de données. Donc voilà. Passer aussi par des sachants, ou en tout cas des entreprises qui ont cette capacité de nous donner du tout cuit et du déjà plug and play, quoi. Merci. Daniel, chez vous, quels ont été les principaux défis ou quels sont les principaux défis à relever ? Il y a beaucoup de défis. Le premier défi, c'est l'ampleur des besoins de financement, de l'ampleur des travaux, tout à fait considérable, à un moment où, structurellement, dans la banque, on a des tas de projets réglementaires qui
voilà, qui mobilisent parce qu'ils sont réglementaires, etc., de la banque, tout c'est vraiment en pur business. Et ça, c'est un projet qui est vraiment pas un projet core business, hein, pour le moins, et qui demande beaucoup d'argent. Hein. Donc là, la première fois qu'on a chiffré ça, il faut reconnaître que ça a été un peu un choc. Donc c'est vraiment considérable la bande passante de besoins informatiques qu'on doit mettre en place dans les différents métiers. C'est vraiment une difficulté. On a eu beaucoup de sujets purement bancaires, c'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait des tolérances administratives qui faisaient que pas mal d'opérations ne se traduisaient pas par des factures en bonne et due forme, hein, pas conformes au code de commerce. Il y a des facturations sur relevé de compte, des avis d'opérés, dans le leasing, ils font un calendrier de prélèvement. Voilà, c'est sur 5 ans. Hein, voilà, et ça vaut facture, paraît-il, aujourd'hui. Et tout ça, c'est évidemment, toutes ces tolérances disparaissent évidemment le jour de la réforme. Donc il y a toute une machinerie, hein, à mettre en place pour facturer correctement tout ce qui ne l'était pas, hein, en plus de ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup de choses. On a des problèmes de données. Moi, je suis très sensible au sujet de données, donc il y a des sujets de numéro de TVA communautaire pour les clients en dehors. Donc, c'est pas forcément le plus compliqué. Enfin, en France, c'est pas la majorité, les clients communautaires. Et on a aussi des sujets de référentiel fournisseur, parce que, je dirais, le sirène, ça va, mais qu'est-ce qu'on va avoir, comment est-ce qu'on va être prévenu des données de facturation précises, des données de routage précis, client par client? Est-ce qu'on va avoir droit à une vague d'instructions de facturation qui vont dépendre des départements de nos clients, si je puis dire? Si au sein de chaque client, on nous envoie des batteries de référentiels de routage, ça va être complexe à gérer. Et surtout, il y a un problème de calendrier. C'est que si toutes ces données de référentiel nous sont communiquées dans les 3 derniers jours avant le 1er juillet, ça va être compliqué, ça aussi. Hein. Donc tout ça est pas simple à gérer. Hein, est vraiment pas simple à gérer. Voilà, beaucoup de difficultés qui nécessitent beaucoup de moyens internes. Hein, interne. Je pense que le plus gros de nos investissements, c'est purement interne, mais beaucoup de moyens aussi pour mettre au point l'intervention de la PDP. Vous serez prêt quand même au 1er juillet ou pas? Bah, attendez, on est payé pour ça. Là. Moi, vous savez, je prends ma retraite un peu quand je veux, donc je vais pas dire, je me fais virer si on n'est pas prêt. Mais non, bah, on sera prêt. Enfin, je dirais, on a quand même toute une organisation. On a une PDP de grand renom qui est avec nous. Donc forcément, on va être prêt. Mais je pense que ça va être tangent, tout ça. Ça va être tangent. En plus, il y a plein de trucs qu'on attend, plein de spécifications qu'on attend pour certains métiers. Par exemple, le factoring. C'est un poème, hein, le factoring. Voilà, c'est donc énormément de complexité quand même, hein, à gérer. En plus, sur la partie factoring, vous êtes des deux côtés, vous. Enfin, vous êtes complètement concerné. Ah ben on a une société de factoring. Ah oui. Donc on a une société de factoring. Donc la société de factoring, elle a des factures entrantes, des factures sortantes. Bon, c'est comme tout le monde. Et elle achète des factures dont elle assume le recouvrement. Tout ça est très compliqué avec des normes qui sont en cours de discussion. Il y a des groupes de travail de place. Nous, on a beaucoup travaillé avec la FBF, notamment pour résoudre des sujets de secret bancaire, par exemple, de documents valant facture, pour trouver des solutions. Je vous présente, par exemple, un problème qu'on a. Dans les documents valant facture, on a prévu de remplacer ça par des factures récapitulatives mensuelles. Vous voyez, on a des avis d'opérés par jour. On n'allait pas transformer tous les avis d'opérés en factures, parce que là, c'est colossal. Hein, c'est un volume absolument invraisemblable. Donc, on
s'est mis d'accord sur l'idée de faire une facture récapitulative mensuelle. Ceci étant, le projet de réforme européen refuse les factures récapitulatives. Donc vous voyez, on s'engage dans une voie sur laquelle on fait beaucoup d'actions publiques pour dire à l'État, bon, pensez bien à nous virer à contribuer à virer cette clause européenne interdisant les factures récapitulatives. Moi, je ne sais pas comment la vie économique peut fonctionner s'il n'y a pas sur l'existant des factures récapitulatives des opérations au moins quotidiennes, hebdomadaires, etc. Enfin, on ne va pas se mettre à faire des factures à chaque instant qu'on respire. Merci. Cette réforme, donc, c'est quand même une contrainte. Il faut se mettre en conformité. Est-ce que vous en attendez des bénéfices? Si oui, lesquels? Et est-ce que surtout, vous la saisissez pour vous ouvrir à d'autres opportunités? Est-ce que vous en profitez pour mettre en place la dématérialisation d'autres processus à la finance? Alors nous, on va profiter de ce projet pour faire évoluer différentes choses. Déjà, on va mettre en place certainement un registre de clients uniques. Parce que ça, c'est un sujet qu'on avait... qu'on discutait depuis un bon bout de temps dans le groupe Safran, mais on s'est rendu compte qu'avec le projet dématérialisation, de démarrer un tel projet en n'ayant pas un référentiel quand vous avez une cinquantaine de sociétés et entre 15 et 20 000 clients qui ne sont pas obligatoirement dans chaque société codifiés et écrits de la même manière, c'est un vrai sujet quand il faut commencer à avoir des messages électroniques. Donc je pense que ça va être une résultante de lancer ce projet. On est en train de revoir, dans le cadre d'un autre projet, puisqu'on est en train de lancer un projet pour changer notre outil de consolidation, de revoir complètement la phase intragroupe, puisque justement, comme tout sera digitalisé chez nous, l'intragroupe le sera. Donc les écarts intragroupes et les travaux et les outils qui étaient utilisés jusqu'ici commencent à perdre de leur intérêt. Donc on est en train de revoir aussi ces différents aspects. Et dès qu'on aura fini, il y en a encore pour un petit moment, je pense, l'idée c'est d'attaquer le processus P2P, O2C complètement pour le dématérialiser de bout en bout. Merci. Mélissa? Alors nous, on va faire partie du petit pôle qui a répondu non, on ne fera juste que de la réforme, que du projet réforme. Après, il faut savoir que l'ERP unique, on l'a déjà fait. La réception, facture, commande, on a déjà fait. La comptabilisation automatique, on a déjà mis en place. Donc tous les sujets où on avait dit on pourrait gagner des opportunités, ça a déjà été mis en place. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc on va juste faire la réforme. On va essayer de la faire bien dans les temps. Et puis, après, on a un impact aussi majeur. On est dans une zone de turbulence au niveau du groupe Bouygues Construction, puisqu'il va y avoir le périmètre Bouygues Énergie et Services qui va sortir de notre périmètre pour rejoindre les Equans. Et donc, ça fait... on va perdre la moitié de nos volumes factures, potentiellement la moitié de nos chiffres d'affaires. Donc, c'est vrai que pour l'instant, le groupe ne veut pas non plus s'embarquer dans des projets... complètement loufoque, on est plutôt à optimiser, rationaliser, reconcentrer. On va se reconcentrer sur le domaine de la construction, remonter du chiffre d'affaires sur ce périmètre-là. Et je pense que ça sera plutôt dans des principes d'acquisition et d'évolution de notre périmètre qu'il y aura des nouveaux projets qui vont revenir, mais ce n'est pas forcément la réforme qui va nous pousser à ça, quoi. Et la réforme, vous en attendez quelques bénéfices quand même ou pas? Non, d'accord. Si, la traçabilité, c'est vrai qu'on parlait avec l'histoire de l'interop. Aujourd'hui, quand il y a une facture qui est perdue entre deux systèmes, c'est un peu la foire d'empoigne. Là, on peut se dire qu'effectivement, il y a un petit pisteur là et on va pouvoir au moins prouver à tout le monde et à l'écosystème, regarde, elle est allée jusque-là et moi, je ne la vois pas plus loin et tout le monde va voir la même chose. Donc ça a quand même un intérêt, franchement. Et après, même sur l'accélération des délais de paiement, tout ça, non, il n'y a pas des... On est déjà bon. D'accord. Merci. Oui, Michel. Mais je vais répondre sur l'accélération des délais de paiement parce que je pense que la réforme, pour nous, en tous les cas, ça va permettre de porter le projecteur là où il doit être porté. Moi, je ne suis pas en phase avec l'accélération des délais de paiement. C'est pas parce que la facture va arriver plus vite. Enfin, en tous les cas, c'est pas ça le problème. La comptabilisation de la facture, on est au bout de la chaîne.
Et là, on l'a mis, je vous l'ai dit, on a mis en place la démat depuis 2017, mais au moins ça a permis de montrer que pour qu'on puisse payer les factures, il faudrait peut-être déjà que les réceptions soient faites et que les bons de livraison soient respectés. Et donc du coup, ça permet de bien. Alors on a dû expliquer que, parce que quand on a lancé la démat 2017, on dit ah super, ça va accélérer les délais de paiement. Quand on regarde le P2P et quand on regarde tout bout en bout, effectivement, c'est une petite partie. Et ça a permis de montrer, regardez, ça change pas grand-chose parce qu'il y a quand même l'amont. Si la commande n'est pas correcte, si c'est des factures sans commande, si les commandes ne sont pas faites, comment je fais ? Si les réceptions ne sont pas faites, si les livraisons ne sont pas validées, comment je fais ? Donc du coup, moi je trouve que la réforme, ça va permettre de replacer au bon endroit les vrais sujets. Cyril l'a dit, voilà, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, on est un peu comme ça, les uns les autres avec les règles. On va pouvoir devoir et nécessairement respecter les règles. Donc, moi, j'attends juste qu'on puisse fluidifier les relations. Je pense que c'est un sujet de partage. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde là. C'est un sujet relationnel. C'est de partage du bon fonctionnement du B2B et des B2B et du principe de fonctionnement des relations entre clients, fournisseurs, etc. Donc, si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas. Après, sur les statuts de facture, là c'est pareil, je pense que ça a un vrai intérêt. On l'a mis en place aussi, avec la démat, on avait demandé à la plateforme de mettre en place les statuts de facture. Donc on a déjà, alors on n'a pas 12 statuts, on a 5 ou 6. Et finalement, on s'est aperçu que ça ne marchait pas si bien que ça, parce qu'on avait beaucoup d'appels des fournisseurs qui nous disaient elle en est où ma facture ? On dit regardez sur la plateforme, c'est écrit. Ah bon, je ne savais pas que c'était écrit. Mais attendez, mais le statut machin, ça veut dire quoi exactement ? Et donc on a eu beaucoup d'appels, on a encore pas mal d'appels. Donc je pense qu'il y a toute une acculturation, et du coup nous on se positionne en disant, c'est un peu ce que vous avez dit, on va déjà passer la réforme, on va déjà voir ce que ça donne derrière. On a beaucoup d'idées pour changer les choses après, mais je pense qu'on va attendre 2026. On a aussi d'autres projets, je pense que vous savez qu'il y a des mouvements chez EDF, et donc on va déjà essayer de profiter simplement de ce qu'il faut mettre en place. Donc on sait aussi, et je pense que c'était très éclairant, l'intervention de monsieur Inextinso, là c'est ça là, parce que, comme les grandes entreprises, on a des relations avec des fournisseurs, petites PME, TPE, etc. Et nous, on a beaucoup d'appels des fournisseurs. Et on sait déjà qu'on a eu pas mal de conduites du changement. On en aura demain. Tant mieux si les cabinets d'expertise comptable prennent le relais. Mais on a des personnes qui sont dédiées à répondre au téléphone pour les fournisseurs, pour leur dire, mais attendez, c'est comme ça, vous devriez faire... Ah oui, il faut mettre ça sur la facture. Si vous n'avez pas mis tel truc, ça passe pas. Il y a une règle. Donc, il y a une vraie conduite du changement qu'on va devoir mener. Donc, nous, on se prépare plutôt et on a une équipe projet, comme vous l'avez dit. On a monté, ça demande de l'ETP, mais on s'attend à quand même pas mal de charges derrière, parce que ça ne va pas se faire tout seul, parce que l'interopérabilité, parce que les fournisseurs, les petits fournisseurs vont se poser beaucoup de questions, les cabinets vont nous appeler. Donc voilà. Donc, les petits fournisseurs, ils vous sollicitent déjà. Ah déjà, ouais. Donc c'est bien, ça veut dire qu'ils se... déjà parce que parce que la démat, ça a été dit. Bonjour, je vous ai envoyé une facture dématérialisée, je vous ai envoyé un PDF. Ah non, un PDF, c'est pas une facture dématérialisée. Là, je pense que c'est exactement ce qui a été expliqué. Donc, il faut expliquer le format, comment ça passe, etc. Donc, il y a une véritable... On se dit grandes entreprises, on va parler entre Bouygues avec EDF, ça marche, mais Bouygues ou EDF avec le pâtissier du coin, c'est plus compliqué. Et il y a un vrai changement. J'ai bien aimé le mot révolution, parce que je pense que c'est vraiment une révolution. Donc, avant de voir si on va un peu plus loin, on va déjà essayer de digérer la révolution. En tout cas, c'est la position qu'on a prise. Et au sein de BNP Paribas, comment... Alors, franchement, on est très concentré sur le scope de la réforme. Ça nous suffit bien. Il y a 2 ou 3 métiers qui ont choisi de créer des concentrateurs, là où ils ont un certain nombre, je dirais, de systèmes opérationnels plus ou moins parallèles qui produisent des factures. Là, il y en a quelques-uns qui ont choisi d'un petit peu de rationaliser leur architecture interne. C'est leur choix, c'est très bien. Il y a 1 ou 2 métiers qui réfléchissent au traitement des factures sans TVA. Mais en même temps, il faudrait clarifier comment tout le système de la réforme serait capable de traiter des factures sans TVA. C'est finalement pas si évident que ça. Enfin, je sais, on n'a pas encore bien compris si ça marcherait tout seul ou s'il fallait créer un circuit ad hoc. Donc, c'est pas une priorité, quoi. Mais oui, c'est quand même forcément un deuxième temps. Les factures sans TVA. Et puis, nous, on est déjà en train de réfléchir aux autres pays, puisqu'on a pas mal d'activités quand même en Europe, dans chaque pays d'Europe. Donc là, c'est ce qui est... Oui, c'est qu'on va avoir des échéances tout à fait contemporaines, des échéances françaises. Donc on doit commencer à organiser tout ça
réinvente le fil à couper le beurre. Vous, là, vous engagez dans un programme global ou par pays? En fait, c'est forcément un mélange, c'est-à-dire que il y a un aspect pays parce que les spécifications vont être différentes d'un pays à l'autre. On peut faire confiance à la machine bureaucratique pour évidemment créer des variations, ce qui peuvent être très sérieuses, hein, très importantes. On a des aspects, je dirais, par métier, parce que je dirais les métiers ont des aspects communs par transpays, donc il y a toute une phase d'analyse de problématiques, de MOA, etc., qui peut être réutilisée, et puis il y a des systèmes communs. Donc on a besoin d'une coordination par pays, d'une coordination par métier, et on a aussi des besoins, je dirais, de coordination groupe, ne serait-ce que parce que ce qu'on voudrait faire, en tout cas, c'est utiliser notre PDP, donc Générix, pour simplifier les choses partout, puisque c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, mais pour nous, c'est une opération d'outsourcing. L'outsourcing en matière bancaire est extraordinairement réglementé au niveau des autorités bancaires. On a un cadre extraordinairement précis à mettre en œuvre, ce qui fait que, je dirais, un contrat entre un sous-traitant et BNP Paribas, en tant que banque, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'on doit y mettre toutes les clauses demandées par la réglementation bancaire. Donc, on a quand même pas mal d'intérêt à ne pas créer des contrats par pays. Donc, voilà, nous, on a bâti une construction contractuelle de manière à simplifier la vie des autres métiers, mais des autres pays, mais tout ça va pas se mettre en place tout seul. Il va falloir passer beaucoup de temps. C'est pas simple tout ça. Merci. Alors, avant de laisser la parole peut-être à notre auditoire, pour ceux qui ont des questions, en guise de conclusion, quels conseils vous donneriez les uns et les autres à notre auditoire? On a de cesse de le dire et de le redire, hein, c'est de communiquer, partager, s'informer. C'est tout un écosystème, hein, qui est embarqué dans la mouvance. Et si on veut éviter effectivement le chaos le jour J, il faut qu'on ait pu partager avec le client, le fournisseur, le sous-traitant, tout le monde, pour se dire ah oui, tiens, parce que c'est vrai qu'à l'époque des EDI, on a fait aussi des projets très pointus, avec des cahiers des charges très pointus. Alors pour un tel, je mets ça à tel endroit, de telle manière, comme ça. L'autre, il le veut en bas, à droite, en gauche, à rose. Et en tout cas, nous, côté Bouygues Construction, on a fait le choix de dire, quand on va être en mode réforme, on est dans le socle, et puis vas-y. Donc, il faut aussi du coup l'expliquer, parce qu'il va dire ah oui, mais moi avant tu me donnais telle chose à tel endroit, demain je l'ai plus. Oui, tu l'as peut-être plus, mais est-ce que tu en as encore besoin? Ou de toute façon moi je te le donne plus, mais de toute manière il y en aura d'autres qui te le donneront plus, donc ça sera aussi à toi de savoir travailler sans ou différemment. Et pour éviter effectivement l'envie de dire à la première facture, oups, je la rejette parce que c'est plus comme c'était avant. Et il faut en discuter et puis essayer effectivement que chacun fasse un pas aussi dans le projet de l'autre, quoi. Michel. Oui, je pense que je vais faire que rebondir. C'est tout à fait. Je pense qu'il faut, on l'a dit, hein, ça a été dit plus d'une fois, il faut anticiper. Mais je dirais que l'anticipation, c'est peut-être un peu tard, ça devient tard maintenant. Pourquoi ? Parce que les éditeurs de solutions commencent à avoir reçu beaucoup de cahiers des charges, donc on voit bien que certains se disent on ne pourra pas, donc ça va être compliqué de répondre. Donc du coup, on fait appel à des intégrateurs. Les intégrateurs commencent aussi à être un peu très fortement sollicités. Donc ça se tend, le marché se tend. Donc si on n'a pas anticipé, ça va devenir compliqué. C'est, je pense, de plus en plus compliqué. Donc c'est un peu juste pour anticiper maintenant. Mais par contre, ce qu'on peut encore anticiper, pour ceux qui ont déjà enclenché le truc, c'est le demain. Parce qu'on parle du projet. On parle du 1er juillet 2024, super, mais quand on va avoir les voitures dans l'autre sens, c'est là où ça va être compliqué. Notamment, il y a un sujet, j'ai bien aimé l'intervention du cabinet aussi, là, de PwC,
c'est que quand on va devoir discuter avec l'État qu'on a perdu 3 centimes, 27, 1 million 228 et qu'il va falloir les traits et comparer, ça va pas être simple, ça va être très compliqué. Donc il y a toute la partie fiscalité, enfin TVA, où il y a un vrai sujet, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un vrai sujet avec les fournisseurs, les échanges avec les fournisseurs. On va devoir, comme tu dis, communiquer, échanger, comprendre. Donc, ce qu'il faut, à mon sens, anticiper, c'est bien lire la loi, malheureusement, bien lire les specs, les comprendre. Il faut que les équipes projetées les comprennent. Il y a plein de petits cas particuliers. Effectivement, ma facture, elle va être rejetée. Mais ok, rejetée. Mais rejetée pourquoi ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Donc, le fournisseur, bonjour, je voudrais savoir pourquoi ma facture est rejetée. Avant même qu'on mette la réforme en place, là, on a déjà eu des appels de partenaires grands groupes qui nous ont appelés, mais EDF nous avait dit qu'il y aurait plus ça sur la facture, mais pourquoi ? Bah écoutez, c'est écrit là. Donc voilà, je pense qu'il faut anticiper la connaissance de la réforme, la connaissance des cas particuliers, la connaissance des cas d'usage, et il faut anticiper ce que sera le demain après juillet 2024, parce que tout ne va pas s'arrêter. Juillet 2024, c'est que là tout va commencer, quoi. Et c'est là où les vrais sujets vont commencer. Du coup, pour ça, vous allez continuer à travailler avec la DGFiP, le FNFE. On travaille avec la DGFiP, avec FNFE, on échange beaucoup entre c'est pas la première fois que on intervient, hein. On échange beaucoup entre nous, on a beaucoup de relations, de communication. C'est une chance, hein. Il y a un vrai tissu au niveau déjà national qui se crée entre les entreprises. Et je dirais même entre concurrents. EDF, on en a quelques-uns, on échange entre nous, ce qui est quand même pas mal. Ouais, donc voilà, mais il faut vraiment se préparer à ce qui va arriver après juillet 2024, à mon sens. Christian, quelques conseils ? Comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment regarder qu'on a tous les cas d'usage, dont entre autres pour l'aspect fiscal de demain. Je pensais entre autres par exemple aux banques. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a avec la fiscalité. La TVA des banques passe pas par des factures. Donc comment on va faire au niveau du e-reporting ? Il y a quand même beaucoup de cas d'usage aujourd'hui, malgré toute l'informatisation. On sait qu'il y a des sujets qui vont passer au travers, donc il va falloir voir avec la fiscalité. Être pragmatique, moi je demande beaucoup de POC et de modélisation des systèmes, entre autres avec Generix, mais aussi avec mes équipes, parce que les dossiers de spec c'est très bien, c'est très épais, c'est très complexe, mais à un moment d'avoir une représentation graphique des flux avec les différents cas d'usage, ça permet vraiment de relever un certain nombre d'anomalies. Une gouvernance forte au niveau groupe, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a de multiples équipes. Et puis nous, on est en train de travailler, là, je travaille un peu à contre-courant, mais c'est pas très important. Je suis en train de préparer tous les plans B, C, D au 2 juillet. Le POC, la PDP du client qui marche pas, éventuellement la PPF qui peut aussi se planter, prendre tous les cas possibles qui pourraient arriver le 2 juillet et comment on va réagir, parce qu'à un moment, il faut quand même que nos clients nous payent. Donc on est en train de monter un petit peu les plans B, C, D, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, mais je pense quand même que le réveil va être difficile le 1er juillet, d'autant plus quand on voit la situation à date. Quand vous travaillez comme ça là, sur des POC, vous travaillez Safran tout seul ou vous travaillez avec d'autres entreprises ? Je pense notamment, si le PPF ne fonctionne pas, vous pourriez mutualiser vos... Alors, moi, j'ai 2 axes. Je travaille sur l'époque déjà avec Generix. J'ai confiance en eux, mais quand ils me présentent, qu'ils m'expliquent ce que doit faire la plateforme, je leur demande de me le démontrer physiquement. Et puis, moi, je tiens un club et moi avec beaucoup de grandes sociétés du CAC 40. Donc, sur certains points, on profite de ce club pour mutualiser et travailler ensemble. Merci. Alors, moi je pense que il faut, chacun doit assurer des ressources, plus de ressources que ce qu'on a prévu jusqu'ici. Je crois que c'est un point tout à fait important, et se doter soi-même d'expertise en spécification de l'État. Je pense que chaque entreprise a intérêt à vraiment avoir un cœur d'expertise, parce que voilà, si on n'a pas l'expertise des spécifications de l'État, des zones, des machins et des trucs, on ne rend pas service aux différentes équipes qui mettent en œuvre les choses. Donc on a un vrai besoin là d'expertise. Et dans les discussions, si vous voulez, dans les discussions d'implémentation entre un métier et la PDP, avoir cette expertise pour contribuer au dialogue fécond entre les équipes, je dirais, peut être un atout ou quelque chose d'absolument indispensable.
parce que je pense que ces spécifications, il faut se dire que les spécifications de public, c'est totalement différent de l'e-invoicing commercial qu'on avait avant. Et donc, les gens qui étaient déjà informatisés, ils ont un gap à franchir considérable. Et même les PDP, je pense que les PDP sont des éditeurs tout à fait excellents, maîtrisant tout à fait leur partie. Simplement, le passage au stade PDP, c'est quelque chose qui révolutionne l'entreprise. Donc, évidemment qu'il y a une expertise considérable au sein de chaque PDP, notamment celle qu'on a choisie, évidemment, donc Generix, mais je dirais, cette expertise n'a pas encore toujours forcément irrigué la totalité des équipes. Donc, si on n'a pas la capacité de contribuer à l'expertise spécification, vraiment, voilà, on a un petit handicap. Donc, pour moi, vraiment, cette expertise spécification, connaître les champs par cœur, etc., c'est vraiment utile. Hein, vraiment utile. Donc, beaucoup de moyens, beaucoup de supports, des projets qui ne me motivent pas totalement. Bien d'accord. On n'est pas fan de la facturation électronique. Hein, c'est pas le projet phare de l'année ou que ce soit. Et donc, on a besoin de ressources, on a besoin de ressources clés, hein, d'expertise. Et vraiment, ça, c'est... Et là, il va falloir beaucoup de gestion de projet. Beaucoup de gestion de projet. Je pense qu'il faut être plus strict en gestion de projet qu'on l'est encore d'habitude. Je pense que parce que c'est compliqué pour tout le monde et c'est des sujets que nous, on n'a pas l'habitude de gérer vraiment. Voilà. Merci. Alors, je propose de vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants? N'hésitez pas, profitez-en. Bonjour. Donc, je suis dans la direction informatique d'un groupe suédois. Donc, on est en plein dedans. Ce matin, il y a eu beaucoup d'intervenants, des PwC, avocats fiscalistes, des spécialistes FNFE et tout ça, la DGFIP. Et dans ce projet-là, est-ce que la PDP fait office à la capacité de mutualiser toutes les connaissances des différentes personnes où on est obligé de travailler avec diverses expertises? Parce que le projet il est très complexe. Je pense que c'est ma 4e session pour bien comprendre. Et j'ai vu qu'il y a des points qui sont plus ou moins matures, si vous voulez. Il y a des points qui sont encore flous. Et j'étais très intéressée sur la partie FNFE, sur les cas d'usage. Ça, c'était flou avant et maintenant, j'ai une vue. Et vous savez, quand on parle de quelque chose, tout le monde dit c'est IT. C'est pour ça que je suis là, parce que pour moi, ce n'est pas foncièrement IT. Et je suis contente d'avoir entendu votre retour sur ce sujet. Pour vous, est-ce que la PDP suffit pour accompagner une entreprise dans ce projet complexe ou pas? Et vous savez, il y a l'e-invoicing, mais la vie continue. Nous aussi, on est dans le cas de Madame, on est en train un grand projet pour avoir un seul ERP au niveau mondial, en parallèle avec ce e-invoicing qui est arrivé, si vous voulez. Et tout ça, en fait, je voudrais avoir votre point de vue. Oh. Et un dernier point, votre club, là, est-ce qu'on aura la possibilité d'y intégrer un tout petit peu? Parce que je trouve intéressant ou pas. Vous pourrez en tout cas échanger après, à l'issue, pendant le cocktail déjeunatoire avec nos intervenants. Je vais me permettre de répondre, après on verra. Vu de ma fenêtre, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 strates. Alors, on a la DGFIP, la IFE, qui est très théorique. Voilà, ils nous ont fait le beau document, les beaux schémas, les cas, et et donc, ils ont posé le cadre. Voilà. Les PDP, pour moi, à mon avis, elles vont pouvoir nous apporter un peu plus de lecture. Théoriquement, elles ont d'autres clients, donc d'autres secteurs. Elles ont été confrontées à des problématiques un peu plus concrètes. Donc,
je pense qu'on peut s'appuyer sur elle pour nous aider, pour accélérer ou pour en tout cas nous amener des best practices. Mais de toute façon, la connaissance vraiment terrain du métier, c'est votre entreprise, enfin c'est dans votre entreprise que vous l'aurez. Et c'est pas la PDP qui va pouvoir, au moment où elle va intervenir pour faire le projet, elle n'aura pas en plus la capacité de faire de l'audit, du conseil, tout ça. Donc soit vous l'aurez fait en amont, soit vous l'aurez fait par effectivement des prestataires ou des cabinets qui seront rentrés dans votre quotidien et dans votre intimité, quoi. Mais bon, la PDP, ça va être un petit plus par rapport à la DGFiP, mais je pense que ce n'est pas que. En fait, entre la PDP et la DGFiP, on a les PYC, enfin les sociétés de conseil qui vous accompagnent. En fait, c'est surtout ça. Enfin, dans la cartographie des cas d'usage. Voilà, je pense que soit on prend un cabinet comme ça, de conseil, parce qu'on n'a pas les ressources ou pas le temps, ou c'est une habitude aussi d'entreprise. Il y a des entreprises qui ne fonctionnent qu'avec des cabinets. Donc, oui, et ça peut être l'expert comptable pour les entreprises de taille plus modeste. Mais même le cabinet, en fait, l'intérêt aussi du cabinet, c'est qu'il va vous donner des pistes de ce qui se fait ailleurs ou des bonnes pratiques. Mais si vraiment on doit être vraiment rentré dans l'audit terrain, comme on disait, où je compte les factures, où je découvre que ma société, finalement, elle n'est pas assujettie, ou elle fait ci, ou elle fait ça, le cabinet, il faut aussi qu'on lui apporte des éléments pour qu'il puisse faire son expertise. Donc de toute manière, l'entreprise est obligée d'ouvrir le livre, de soulever le tapis, de ramasser la poussière qu'elle avait mis, parce qu'en se disant, ça on verra plus tard. Là, c'est le grand nettoyage de printemps, quoi. Merci. Une autre question ? Bonjour, merci pour votre partage d'expérience. Moi, j'avais 2 questions. Comment vous gérez le fait que demain, si la PDP n'est pas immatriculée? Première question. Et un sujet autour de la date d'échéance des factures. Est-ce que vous êtes parti du postulat que c'était la date d'envoi de votre facture de la part de votre environnement ou la date de dépôt sur la PPF? Parce qu'il y a un petit peu débat sur ce sujet aujourd'hui par rapport au calcul de la date d'échéance par rapport au point de départ de la facture. Je laisserai monsieur pour les plans B et les plans C. Mais pour moi, la date d'échéance, je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, c'est même pas la date de sortie de mon système, c'est la date du document sur la facture. Et cette date LME, cette date d'échéance, part de l'information. C'est pas Chorus, hein. Non, mais je vous pose la question parce qu'on avait posé la question à la DGFiP dans un autre cadre, qui nous a répondu que c'était au moment où elle était intégrée à la PPF, parce que son existence légale commençait à ce moment-là. Mais ça, c'est pour Chorus. C'est-à-dire qu'en fait, le secteur public commence à compter des dates d'échéance par rapport à la date de dépôt sur Chorus. Mais pour le B2B, non, ils n'ont pas prévu de nous laisser cette opportunité-là. Hein. C'est la date mentionnée sur le document, ou en tout cas dans la balise date facture du XML. Du coup, si la facture est c'est rejeté, mais si elle revient dans votre environnement, ça veut dire que le temps de retraitement et de redépart... On perd ce délai dans le... Si elle revient dans mon environnement avec cette même date, oui, en termes de LME, on est coincé, quoi. Je vous laisse pour les plans B. Concernant l'immatriculation, c'était un des sujets, la personne de la DGFiP, tout à l'heure, j'ai failli lui poser la question, c'est, nous, on a aujourd'hui des clients français avec qui on voulait travailler et commencer à travailler, qui s'y mettent pas, parce que justement, ils refusent de s'y mettre, tant qu'il n'y a pas eu d'immatriculation et qu'on est certain des plateformes qui sont immatriculées. Ça, c'est un peu un des défauts de la réforme à l'heure actuelle, c'est que l'immatriculation officielle des PDP est quand même relativement tardive par rapport à la date de démarrage. Nous, on a commencé un peu à assurer via le test de l'État qui a lieu au premier semestre 2024. Donc, on a impliqué Generix et d'autres plateformes avec l'État. On a eu, il y a quelques jours, la confirmation qu'on était sélectionné pour faire ce test. Donc, bon, a priori, l'État, la DGFiP et la IFE connaissent les plateformes. Donc, je pense quand même qu'ils prennent des plateformes dont ils ont une certaine confiance sur l'immatriculation. On est quand même en train de regarder, désolé pour Generix, mais dans un des plans X, de prendre contact avec d'autres plateformes au cas où.
et de comment on pourrait basculer de manière très rapide sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est un sujet one shot, mais c'est aussi un sujet, parce qu'il n'est pas du tout clair, si vous avez plus d'informations, c'est quand il y a le renouvellement. Parce que quand ils nous disent au bout de 3 ans on renouvelle, ok, on fait quoi si c'est pas renouvelé? Parce que changer de plateforme, moi je prends notre cas, c'est 70 interfaces à changer. Ça se fait pas en un mois, clic-clac Kodak, comme a l'air de l'entendre l'État. Donc ça, c'est des choses, je pense quand même qu'il faudra qu'un jour il précise, parce que il faudra, à mon avis, qu'il y ait un délai de carence entre l'abandon de l'immatriculation de manière significative pour que les sociétés aient le temps de changer de plateforme. Donc tout ce sujet d'immatriculation est quand même un sujet, enfin à nos yeux, qui est quand même relativement flou. Une dernière question. Alors, bonjour, j'ai une question concernant le choix du format. Alors, vous avez travaillé de façon étroite avec la DGFiP. Donc, ma question est, pourquoi avoir choisi ces 3 formats, dont un qui me paraît assez je dirais, en tout cas, je le comprends, puisque le format est assez moderne. Mais quand on sait que plus de 50% des sociétés françaises travaillent avec un format plutôt Edifact, pourquoi Edifact n'a pas été un des choix du socle? Alors, c'est dommage que Cyril soit pas là, parce que c'est lui qui a la réponse. Mais déjà, ce qu'on souhaitait, c'est pas un seul choix. Bien sûr. Déjà, donc effectivement, Edifact. Ensuite, ça a été dit tout à l'heure, il faut aussi un format d'échange qui permet d'avoir et la dématérialisation et aussi l'image quand on le souhaite, pour certains. Donc à partir de là, ce qu'on aurait pu faire, c'était, il aurait pu être sélectionné 2. Voilà, il y en a 3. Alors pourquoi 3, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui était certain, c'est un seul, c'est réducteur. Donc voilà, maintenant, au-delà de ça, il n'y a pas vraiment... C'est vrai que quand on parle standard, si on dit standard, c'est 1. Et si c'est 1, l'Edifact aurait pu faire 1. Quoi. Voilà. Et surtout de se dire que finalement, il aurait pu avoir un format pour les grandes sociétés, ETI et autres, et plutôt un format qui serait plutôt avec le FactureX, avec pour des plus petites sociétés en PDF et autres. Vous avez des grandes sociétés qui utilisent ou qui utiliseront le FactureX. Enfin, moi, l'Edifact, c'est très bien, c'est totalement dématérialisé. Ouais. Une fois que c'est bien réglé, c'est nickel, mais il faut le régler. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Mais non, le FactureX, il ne faut pas croire. Il y a quand même pas mal de grandes sociétés qui n'utilisent pas. Typiquement, on vous donne, on a dématérialisé, je vous ai dit 90% des factures. Il y a 15 000 fournisseurs. Sur ces 15 000 fournisseurs, il y en a, si je ne dis pas de bêtises, 53 avec qui on fait de l'EDI. Okay. Le reste, ils ne font pas d'EDI. Et demain, ils ne feront pas forcément... Et pourtant, dedans, vous imaginez bien que sur les 15 000, il y a quand même de grandes entreprises. Alors, évidemment, il y a grandes et très grandes. Voilà. Mais dans les très grandes, oui, voilà. Donc, non, je pense que c'est bien de laisser d'avoir le choix au moins de 2 formats. Je pense que... Voilà. Pour compléter aussi, il faut imaginer, l'Edifact, c'est quand même très franco-français. Je vois sur les pays à l'international, c'est du XML et puis point barre. En fait, il n'y a pas le choix et c'est du XML et puis c'est tout. Donc, je pense que c'est aussi une manière d'arriver petit à petit dans des normes. L'intérêt, nous, dans notre groupe, c'est qu'on va raisonner en corps modèle. Donc, on a monté un corps modèle de flux entrant et de flux sortant avec les plateformes en XML. Et ben, au moins, tout le monde est en XML. Si on commence à faire de l'EDI pour la France, du BL pour un tel... Et je rebondis sur le FactureX. Moi, personnellement, je suis une grande fan du FactureX. On a le meilleur des 2 mondes. Il y a le XML et il y a le lisible. Et c'est vrai que dans les 3, de toute façon, je pense que le plus intéressant est quand même le FactureX, ce qui est proposé. Merci. Je crois qu'il y avait une dernière question là-bas. Bonjour, Oriane Mandli de Manpower. En fait, j'avais 2 questions. Je voulais revenir sur les informations clients dont vous parliez, Monsieur BNP, j'ai pas retenu votre nom, désolé. Tout ce qui est routage pour pouvoir pour que le PDP puisse affecter la facture au bon client. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser l'annuaire et demander à votre PDP de vous fournir les éléments qui sont autorisés par la DGFiP et qui sont présents dans l'annuaire, notamment tout ce qui est lié au routage.
Ou alors vous allez passer par des mailings chez vos clients et attendre qu'ils vous répondent. Alors, tel que je vois le problème, bien sûr qu'on va chercher à avoir les informations dans l'annuaire. C'est le grand charme de l'annuaire, c'est qu'il existe. Ensuite, dans l'annuaire, justement, l'annuaire, il faut qu'il soit nourri par chaque entreprise cliente pour que l'annuaire comprenne toute la variété des adresses finales nécessaires. Pour moi, l'enjeu, c'est que les entreprises en tant que clientes nourrissent l'annuaire à temps pour que les fournisseurs puissent extraire les données de l'annuaire et les mettre dans leur système opérationnel, etc. Donc pour moi, l'enjeu collectif, complètement collectif, c'est que les clients, c'est que toutes les entreprises qui sont des clientes, je dirais, structurent bien leur représentation dans l'annuaire à temps pour qu'on puisse digérer tout ça. Parce que, effectivement, il faut bien voir que 1er juillet 24, nous, on n'a que 3 ou 4 grandes entités qui vont faire leur flux sortant. Parce qu'en fait, énormément d'entités sont des ETI chez nous, des entités opérationnelles. Donc, on a finalement un sujet, dans l'immédiat, qui est limité à certaines entités. Mais ce sont aussi les plus grosses, quand même. Donc, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Et nous, on ne peut pas les inventer. On a besoin de parler avec les clients, mais on a besoin que les clients fassent un très gros travail de leur côté pour nous, quelque part, structurer leur représentation dans l'annuaire de la manière correspondant à leurs besoins, et on peut pas l'inventer, nous. Du coup, vous allez sensibiliser. Donc l'annuaire est un point clé, vous avez raison, l'annuaire est un point clé, mais ça ne sert à rien. Enfin, c'est pour moi l'annuaire qui est le vecteur de la communication entre clients et fournisseurs sur les instructions de routage. Oui, tout à fait. Et ma deuxième et dernière question, vous quatre présents, je suppose que vous êtes à la fois clients-fournisseurs les uns des autres, donc, et que vous avez choisi le même PDP. Donc dans votre roadmap, est-ce que vous envisagez de faire des tests de bout en bout, les uns avec les autres? Alors les uns avec les autres, la fameuse pilote, je crois pas que... non, Safran, BNP, Boeing, non. Nous, on est pilote, alors je crois qu'on va travailler avec Orange, il doit y en avoir d'autres. Donc là, entre nous, non, enfin en tous les cas, pas à ma connaissance, mais oui. Avec d'autres grandes entreprises. Mais avec d'autres grandes entreprises. Donc oui, parce que quand on parle 1er juillet 2024, ça c'est dans le meilleur des mondes, mais quand on veut être pilote, donc Générix nous a demandé si on voulait être pilote, donc on a dit oui, donc c'est le 1er janvier 2024, donc on doit être prêt 6 mois avant. Et effectivement avec des partenaires. Donc on est en train de sélectionner quelques partenaires ensemble là. Enfin, les pilotes, c'est 40 partenaires. Donc en fait, c'est la PDP qui tracte. Nous, on est derrière en tant que fournisseur, en tant que client. On peut émettre l'idée ou le souhait de vouloir faire des tests, des pilotes avec tel ou tel, mais c'est vraiment à la main des PDP. C'est de la responsabilité, même si on est acteurs les uns les autres, mais c'est vraiment, enfin, je ne sais pas si Fabrice veut dire quelque chose, mais nous, on est un acteur parmi les 40 pour être pilote avec la PDP. chef de file, il y a un enjeu effectivement de pilotage qui est quand même très important.
phase par rapport à la phase pilote avec la PPF. Et on attend bien sûr que la PPF fonctionne. Ça, c'est un des sujets aujourd'hui où on doit pouvoir tester avec la PPF. Et ça, c'est un peu l'inconnu. C'est la vôtre aussi. Hein. Mais ça, c'est des points qui sont importants. Et aujourd'hui, voilà, l'écosystème C46, possibilité aussi pour vous, si vous avez des cas, venez nous voir pour ajuster les cas d'usage, votre périmètre, pour pouvoir la compléter. Il y a toujours un intérêt tripartite entre vous, la DGFiP et nous. Merci. Je rajouterai 2 points sur le pilote. Nous, on a essayé de faire un pilote dans notre secteur d'activité, puisqu'on y va avec Air France et on espère toujours être rattrapé avec Airbus, qui pour l'instant n'est pas encore au rendez-vous. Donc voilà, c'est aussi l'idée de faire un microsystème au sein de notre secteur d'activité. Sur ce pilote, il ne faut pas sous-estimer, parce qu'on sera quand même dans une période à 6 mois de la butée, où les projets seront en pleine activité. Ça représente quand même une charge de travail qu'il ne faut pas négliger, et qui va prendre quand même pas quelqu'un à temps plein, mais un certain nombre de jours hommes sur les 6 mois qui vont s'écouler. C'est pas simplement on participe et puis on reçoit des factures. Il va falloir quand même faire un investissement dedans. Très bien, merci. Je vous propose de conclure sur ces propos. Nous vous invitons, enfin, si vous souhaitez continuer ces discussions avec Generix ou nos différents intervenants, on vous propose d'aller continuer à... Nicolas veut conclure. Donc, Nicolas conclut. Merci à vous et merci à nos intervenants.